à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler de IA et sécurité, un thème très important. Et pour le discuter, pour le débattre, on a un panel d'invités vraiment au top niveau. Et je remercie particulièrement le colonel Patrick Perrault, un des experts de l'intelligence artificielle et qui est aussi expert de l'Institut Europia, pour avoir organisé cette conférence. La conférence est organisée par le département des Alpes-Maritimes, l'Université de la Côte d'Azur, l'Institut Europia et l'AMIA. On est ici dans la maison de l'intelligence artificielle. C'est une des créations du département, voulu fortement par le président Charles-Ange Ginesi. Et c'est à lui que je laisse tout de suite la parole pour l'introduction de la conférence. Et après, le colonel Perrault, il va introduire les différents intervenants. Merci à tous et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être au rendez-vous de ce 11e IA Date sur le thème éminemment important de la sécurité. Une série de conférences, une série de réflexions voulues et instituées par Marco Lendi dans le cadre de ses responsabilités sur le groupe de Smart Deal, mais en même temps en tant que président d'Europia. Il y a de multiples réflexions. Aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur avec le préfet coordinateur sur la sécurité nationale pour l'intelligence artificielle, le préfet Vedel, qui est là un invité d'honneur pour parler de ce sujet qui couvre un sujet suffisamment large, mais qui, de mon point de vue, va nécessiter que l'on puisse éclairer à la fois le législateur, mais à la fois le grand public. Et c'est peut-être l'objet de ces colloques, pouvoir discuter, débattre et faire en sorte qu'il n'y ait pas deux catégories de personnes demain qui profiteront de l'intelligence artificielle, ceux qui sauront ce que c'est, qui s'en serviront, et puis ceux qui la subiront. Il est de notre responsabilité de pouvoir agir sur la protection de la vie privée, sur la protection des données personnelles, et en même temps d'assurer la sécurité publique au sens large. Là, il y a avec nous énormément de possibilités, énormément de capteurs, des caméras, des possibilités que la technologie nous offre, mais en même temps l'éthique qui fait qu'on se réserve et on est toujours sur la réserve pour aller capter la vie privée, aller capter la vie à l'intérieur de certains cercles qu'il ne faut pas franchir, savoir si le législateur doit s'en mêler, faut-il légiférer, ne faut-il pas légiférer, quelle est la réglementation sur les autres pays européens. Allez, énormément de sujets qui sont à débattre sur le thème de la sécurité. Bravo et merci à tous d'être présents à ce grand rendez-vous. Je vous souhaite une très très belle séance. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, retenu par un rendez-vous avec Madame Gourault, la ministre des collectivités, qui vient discuter et qui nous apportera probablement une bonne nouvelle pour les aides, pour réparer, reconstruire ce que la tempête Alex a apporté comme dévastation dans les Alpes-Maritimes, en particulier sur les vallées de la Roya et de la Vésubie. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et un bon débat. Bonjour à toutes,
bonjour à tous, vous qui êtes en présentiel ou en visioconférence, en distanciel. Je voudrais tout d'abord remercier Marco Lendi et l'Institut Europia de nous permettre d'échanger autour d'un enjeu particulièrement important pour la gendarmerie intérieure, mais surtout un enjeu de société fondamental, l'intelligence artificielle et la sécurité. Nous allons, avec nos intervenants, que je vous présenterai un petit peu plus tard, tenter de répondre à cette question, à savoir si nous sommes ou pas à l'heure des choix. Alors pourquoi cette interrogation? L'IA dans le domaine de la sécurité, elle inquiète. Elle inquiète à travers les fictions que nous connaissons tous. Elle inquiète aussi à travers des exemples concrets comme le crédit social en Chine. Pour autant, la question est bien plus large que cela. Actuellement, la Commission européenne travaille sur un projet de réglementation de l'intelligence artificielle et elle a pris l'angle des usages auxquels elle associe une échelle de risque. Le député Jean-Michel Miss a remis il y a peu un rapport au Premier ministre concernant l'usage de la technologie au profit de la sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, nous allons accueillir la Coupe du monde de rugby. En 2024, nous allons accueillir les Jeux olympiques, deux événements majeurs où nous serons regardés du monde entier et où la sécurité ne pourra pas être défaillante. Alors voilà, poser le contexte. Et je vous propose maintenant de présenter nos intervenants. Et ces intervenants présentent l'intérêt de constituer un panel à la fois de grande qualité, mais aussi très diversifié. Je commencerai par le préfet, Renaud Vedel, le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle depuis le début de l'année 2020, et qui a occupé au préalable les fonctions de coordonnateur pour l'IA au sein du ministère de l'Intérieur et qui est donc largement familier de toutes ces questions. Nous avons également la chance d'accueillir le professeur Charles Bouveron, directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur, l'un des 4 instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle au niveau national. Chacun de ces intervenants va vous proposer un keynote d'environ 15 minutes. À l'issue de chacun de ces keynotes, vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants. Je me chargerai des questions qui seront transmises par ceux qui sont en distanciel. Ensuite, nous enchaînerons avec une table ronde. Et dans le cadre de cette table ronde, j'ai la chance d'accueillir Dominique Legrand, le président fondateur de l'AN2V, l'Association nationale de la vidéoprotection. Cette association a largement dépassé son cadre initial qui était la question de la vidéoprotection pour aujourd'hui s'intéresser aux questions de sécurité et de sécurité électronique au sens large, allant jusqu'au domaine de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, bien entendu. Nous allons également accueillir Stéphane Gendrick. Stéphane Gendrick, qui est directeur d'unité de recherche au sein de la société IDEMIA, qu'on ne présente plus. IDEMIA est leader dans le domaine de l'identité numérique. IDEMIA est leader dans le domaine de la reconnaissance faciale. Et elle a une compétence reconnue, bien entendu, internationalement. Stéphane Gendrick est également maître de conférence à Télécom Paris. Et puis, nous accueillerons Alain Ferbach. Alain Ferbach, qui est le président et le cofondateur de la start-up Videtix, une start-up qui a le vent en poupe, si je puis dire, puisqu'elle enchaîne les récompenses et les prix actuellement dans son domaine de compétences. Voilà pour le panel de nos intervenants. Et je vous propose maintenant de laisser la parole à Charles Bouveron, directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur. À vous, monsieur le professeur. Merci, colonel. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette invitation. C'est effectivement un sujet qui est important et en tout cas, je pense que la présence aujourd'hui en témoigne. Je pense aussi que c'est, je reprends les mots de Charles Anginesi qui sont importants et je pense que c'est un peu ce que vous venez chercher aujourd'hui en participant, en assistant à cette table ronde. C'est aussi avoir des éclairages pour pouvoir prendre les décisions. Si un jour on nous pose des questions, il faut prendre des décisions face à ces questions qui sont importantes. Et je crois effectivement que ici, l'université, les instituts de recherche que je représente aujourd'hui ont un rôle à jouer qui est bien sûr d'enseignement, d'éducation, sont des technologies qui sont à la fois pointues, complexes, mais étant donné qu'elles impactent d'ores et déjà nos vies et risquent de les impacter en bien, je suis quelqu'un de très optimiste, il est quand même important qu'effectivement on ait tous les moyens de compréhension pour pouvoir
s'approprier ces technologies, et donc il y a un travail d'acculturation, d'éducation, technique ou simplement vulgarisation, qui est très important, et en tout cas qu'on essaye de mener mes collègues et moi. Alors aujourd'hui, je vais faire un focus sur un exemple très spécifique d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité, et en particulier pour moi dans la cybersécurité et sur l'analyse des réseaux de communication. Alors j'ai préparé quelques transparents qui vont permettre d'illustrer mon propos. Surtout, n'ayez pas peur si vous voyez apparaître des formules mathématiques, mais vous voyez ça comme des images, hein, il y aura beaucoup d'images globalement. Et donc du coup, je vais vous parler d'un travail que je fais. Donc là, j'interviens aujourd'hui en tant que chercheur. Alors, effectivement, je suis directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur, donc qui est un des instituts d'intelligence artificielle nationaux. Mais aujourd'hui, là, je vous présente un travail de recherche pour vous montrer combien ça peut être utile et combien ça peut être impactant. Alors, voilà, donc je vais juste vous dire que, en préliminaire, que la sécurité, la cybersécurité en particulier, c'est un domaine qui est très large. Il y a de très nombreuses use cases, de très nombreux domaines d'application, et pour autant, je veux que tout le monde ait bien conscience qu'il y a encore beaucoup de défis scientifiques, de verrous technologiques. Donc on identifie, on travaille à l'identification de ces problèmes et à leur résolution. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que l'IA dans ce domaine-là a encore beaucoup de défis qu'on essaye de relever. Donc il y a d'ores et déjà des choses qui sont extrêmement utiles. Donc je vais vous montrer un exemple de choses qui peut être utile, qui est pourtant un travail récent. Mais il faut bien avoir conscience que ça pose aussi des problématiques auxquelles nous, chercheurs, essayons de répondre. Alors, en particulier, et c'est l'objet de mon exposé aujourd'hui, c'est la sécurité des réseaux de communication. C'est une question centrale, à mon sens, dans la cybersécurité, et avec des déclinaisons qui sont assez diverses d'ores et déjà, même si on se focalise sur une chose qui est les réseaux de communication. Il y a tout ce qui est question de cyberdéfense, cyberrenseignement. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'échanges se passent sur Internet ou des réseaux sociaux. Et bien sûr, la question de comment surveiller, bien sûr, dans le respect de la vie privée, ces plateformes est une problématique. Une problématique qui concerne nous tous, mais certainement les jeunes publics, c'est comment être en capacité de lutter contre le harcèlement en ligne. Encore une fois, ce sont des choses qui se passent sur les réseaux de communication. Il y a tout ce qui est aussi problématique de cybercriminalité, par exemple des actions organisées pour du détournement d'argent, donc des choses comme ça. Et puis, et on le voit émerger de plus en plus dans les grands événements politiques, c'est la lutte contre la désinformation et la déstabilisation. On a vu des actions depuis 5-10 ans de déstabilisation de puissances potentiellement étrangères, mais en tout cas qui utilisent ces réseaux de communication pour avoir un impact. Alors, vous aurez certainement noté en utilisant ces réseaux de communication, parce que je vois beaucoup de téléphones portables et donc du coup forcément on est tous présents sur ces réseaux de communication. Il y a un élément qui est clé, c'est le fait qu'il y ait des interactions entre des personnes et que ces interactions sont caractérisées par du texte. Et dans le travail que je vais vous présenter, et vous allez comprendre tout de suite sur le slide suivant quel est l'objectif qu'on se pose, qui est d'analyser à la fois les interactions et le texte qui caractérise ces interactions. Donc là, je vous ai montré sur un tout petit exemple très simple de 9 individus qui ont des échanges. Donc on peut imaginer 9 personnes qui ont des échanges de l'ordre du texto, de l'email. Donc vous voyez là, donc j'ai quelques échanges, donc des gens qui aiment le basket, des gens qui aiment aller à la pêche. Et ce qu'on sait bien faire aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la classification, la segmentation de ce réseau, ici en mettant, vous voyez, des couleurs. Et ce qui est d'autant plus utile, c'est d'être en capacité de caractériser aussi le type d'interaction. C'est-à-dire savoir, en gros, qui parle à qui et de quoi. Et quand vous avez ce niveau de connaissance, bien entendu, vous pouvez prendre des décisions qui sont éclairées. Alors,
sur cet exemple de 9 individus, vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle. L'intelligence humaine suffit amplement. Il faut comprendre que, bien sûr, l'idée, c'est d'être en capacité de répliquer ce niveau d'analyse sur des réseaux qui peuvent être de l'ordre du million d'individus. Et quand il y a 1 million d'individus, on a de l'ordre du million au carré d'interactions possibles. Voilà, donc là, vous voyez apparaître, donc allons-y, quelques formules mathématiques qui permettent de mettre en musique cette analyse. Alors, il y a encore quelques formules qui vont apparaître, si vous pouvez faire passer, voilà. Donc, juste pour vous dire que vous voyez qu'il y a vraiment du travail de mathématiciens et d'informaticiens qui est mis en place pour obtenir ce type d'algorithme d'IA qui peut, au final, arriver à un travail qui, sur le slide suivant, voilà, donc là, on a au final un algorithme, donc je rentre absolument pas dans les détails, mais juste pour vous dire que l'avantage, c'est que la seule chose à fournir est un jeu de données de réseau, donc un réseau social, des interactions, du texte. L'algorithme, de façon automatique, va en faire l'analyse, va être en capacité de faire 2 tâches principales. La première, c'est identifier le nombre de groupes d'individus qui se comportent de la même façon dans ce réseau. Et pareil, identifier le nombre de sujets de discussion qui sont mobilisés dans ce réseau. Et donc, ici, on a affaire à un outil qui est absolument totalement automatique et, chose importante, qui est un des outils qu'on appelle self-supervised, c'est-à-dire qui apprend tout seul. Donc là, vraiment, la seule requête, c'est de fournir un jeu de données et on va extraire des données l'ensemble de la formation. Alors, on parle beaucoup de biais de l'IA, qui est une vraie question, mais ça, c'est une question qui se pose pour l'IA supervisée, c'est-à-dire où, effectivement, l'humain a appris à l'IA à prendre des décisions. Et ici, on est dans un outil qui est auto-supervisé et donc qui va de lui-même trouver une information. Alors après, par contre, là, ce que ça implique, c'est que c'est pas l'IA qui va prendre la décision, c'est que l'IA, elle va vous amener une analyse et un expert aura la tâche de lire cette synthèse. C'est effectivement une masse de données qui aura été synthétisée en quelques éléments clés et c'est cet individu, cet expert, qui prendra une décision d'aller investiguer, d'aller enquêter ou de... Voilà. Alors, sur le slide suivant, alors malheureusement, je peux pas vous faire une démonstration en ligne parce que ici j'ai pas la main et c'est pas idéal et de toute façon je manque de temps. Mais juste pour vous dire que il y a une plateforme qui s'appelle Linkage.fr qui est un démonstrateur de cette technologie. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter, vous créer un compte gratuit. Il y a absolument pas de contraintes, vous gérez vous-même dans votre espace sécurisé les données que vous mettez, et vous êtes en capacité de faire soit des analyses, des petites analyses sur Twitter, vous pouvez analyser vos emails, vous pouvez analyser ce genre de choses, et ça vous permet de voir un peu ce que l'IA peut apprendre de vous. Alors, notamment si vous mettez des données qui sont un peu personnelles, bon, sans mettre des données trop personnelles, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que vous allez voir si l'IA est vraiment en capacité de retrouver la connaissance que vous avez de vos propres données. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, un exemple un peu plus concret sur le slide suivant, c'est en termes de cybersécurité, quelles sont les qualités qui peuvent être exploitées de Linkage. Alors, il y a 3 qualités principales. La première, c'est que Linkage est en capacité de détecter des communautés de gens qui interagissent ensemble de façon préférentielle. Donc ça, c'est le petit dessin que vous voyez à droite. Vous avez 3 communautés, donc des gens qui interagissent beaucoup ensemble et un peu moins avec l'extérieur. Et effectivement, Linkage a la capacité de détecter ce genre de comportement. Et ça, c'est très utile, par exemple, pour la lutte contre le harcèlement en ligne, contre la désinformation, contre la déstabilisation. Un niveau de difficulté un peu supplémentaire que Linkage peut adresser, c'est la détection d'influenceurs. Donc là, on va rechercher des groupes de gens qui sont déjà en nombre plus petit. Et donc, vous voyez, ce sont les petits points qui sont au centre des étoiles. Donc, ce sont des gens qui, eux, ont de fait formé un réseau autour d'eux ou pour lequel ils ont un vrai pouvoir d'influence. Alors, c'est très utile, par exemple, en marketing, mais ça va être aussi très utile en termes de lutte contre la cybercriminalité, contre la désinformation et la déstabilisation à nouveau.
Et ça, par exemple, c'est une spécificité. Il y a peu d'algorithmes qui sont en capacité de faire à la fois la détection de communauté et la détection des influenceurs. Et alors, troisième qualité de notre outil, qui est pour le coup pas des moindres, c'est la capacité de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Et du coup, on a la capacité d'aller détecter des groupes d'individus qui se limitent à 2 personnes. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Donc, dans des masses de données, on va être en capacité d'aller chercher des groupes d'individus qui ont un comportement spécifique, significativement différent des autres, et limité à ne serait-ce que 2 personnes, ce qui est extrêmement important. On voit mal sur mon dessin, mais là, il y a 2 personnes qui se parlent d'un sujet très spécifique. Attention, hein, c'est pas parce qu'ils utilisent des mots qui pourraient être recherchés par les services de renseignement ou par les services de police. Ils peuvent même parler avec des mots codés. Mais c'est juste que leur usage du vocabulaire est différent du reste de la population, qui les rend particuliers. Et après, effectivement, charge à des enquêteurs, je vois que la gendarmerie nationale est présente aujourd'hui, charge à des enquêteurs d'aller vérifier si ces individus sont suspects ou si simplement ils sont juste particuliers parce qu'ils sont particuliers. Voilà, donc ça c'est ce genre d'outil qui peut avoir des applications spécifiques. Et sur le dernier slide, vous allez voir un exemple. Voilà, on voit vraiment pas grand-chose. Je suis désolé. Donc là, en fait, c'était juste pour vous montrer que sur ce réseau que vous voyez, il y a 1000 individus. Il y a de l'ordre de 10 000 arêtes entre toutes ces personnes, et on a caché dans la communauté bleue en bas à gauche 2 individus qui font exprès d'avoir du lien avec les autres, donc ils font exprès d'être en contact avec tout le monde de façon naturelle, mais simplement entre eux, ces 2 individus, ils utilisent des mots spécifiques. Par exemple, ils utilisent beaucoup plus le mot piscine que les autres. Et en analysant, Linkage, ici, a été capable de trouver qu'il y avait 4 groupes, même si visuellement, nous, on en voit plutôt que 3, parce qu'effectivement, caché dans le groupe bleu, il y a 2 individus qui utilisent le mot piscine d'une façon très spécifique. Et donc, on est en droit de se poser la question de est-ce que piscine serait un mot qui voudrait dire autre chose que ce qu'on peut l'entendre de façon courante. Voilà, donc ça, et puis un dernier point, si vous voulez aller voir d'ailleurs cet exemple, hein, donc vous pourrez, donc on partage ce lien, vous pouvez aller voir sur l'application ce résultat et aller voir que effectivement ces 2 individus qu'on met en exergue sont très très bien cachés dans la communauté bleue et que certainement sans l'outil Linkage, il faudrait plusieurs semaines d'analyse à un être humain pour les détecter. Et puis, je termine mon propos en ouvrant sur le travail de l'ensemble de mes collègues. Donc, en particulier, effectivement, ici, nous, on a un Institut 3IA Côte d'Azur qui a un thème applicatif qui est les Smart and Secure Territories. Et on a effectivement une petite masse critique de chaires qui ont des applications en cybersécurité. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Serena Vidata, qui est aussi la directrice scientifique de l'Institut, qui avec sa collègue Elena Cabrillo lutte contre le cyberharcèlement. On a une chaire qui porte sur la cryptographie et notamment les questions post-quantiques. Marina Teller qui s'intéresse, donc qui est une professeure de droit de l'université, qui s'intéresse aux aspects légaux de l'IA et qui est également une experte de Ropia. David Jesper qui s'intéresse à l'Internet des objets, les IoT. Pierre Allais sur la modélisation 3D des environnements ouverts, Giovanni Elia sur l'anonymisation des activités sur Internet, ce qui est aussi une façon de, en tant que citoyen, se défendre face à des attaques potentielles ou un suivi potentiel d'industrie, d'entreprises. Et donc moi-même sur l'analyse des réseaux de communication. Et si vous voulez en savoir plus, à nouveau, vous avez aussi le lien ici. Et si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre. J'espère que ça vous a ouvert un petit peu à cette question. Bravo. Une première question. Merci Charles. Je vois que tu avais mis POC. Signifie que Linkage est encore quelque chose pas complet, pas définitif, sera disponible et de là, on pourrait penser qu'il y aura quelqu'un qui va créer une start-up pour la y mettre dans le marché. C'est l'objectif.
C'est l'objectif. Effectivement, donc là, cette preuve de concept, hein, donc proof of concept, permet effectivement d'avoir des contacts, de vérifier un peu que ça peut être utile. Là, en fait, ça fait déjà un an que un an et demi que cette plateforme est en ligne. Je suis accompagné de Stéphane Petiot, qui est l'ingénieur qui est en charge, et ça nous permet effectivement de vérifier que c'est vraiment utile. On a beaucoup de contacts, que ça soit sur des questions de cybersécurité, de cyberrenseignement, mais aussi, voilà, comme je le disais, de marketing, parce que c'est une technologie qui est assez multitâche. Et voilà, donc on a cet objectif effectivement d'avoir une société qui puisse se créer en partenariat avec le monde académique. Bonsoir Charles, Pascal Stassini. J'avais une question par rapport au domaine de la santé. En fait, dans la partie Covid, on a vu apparaître sur Internet beaucoup de choses, de fake news sur les Covid, etc. Et en fait, en tant qu'épidémio, on peut se servir de ça pour deux choses. Soit voir apparaître un phénomène, soit se rendre compte finalement que on va diriger les gens vers les services d'urgence, on va prendre tel ou tel médicament, etc. Est-ce qu'on peut penser, entre guillemets, un peu en live, le CHU à son réseau Twitter et sur les réseaux, est-ce qu'on peut penser que finalement on puisse, pareil pour l'université, mettre une écoute entre guillemets bienveillante là-dessus et qui marche en permanence pour voir comment ces signaux finalement vont un peu nous désorganiser, parce qu'il suffit simplement qu'on dise dès que vous avez l'œil qui gratte, vous allez à l'hôpital, et donc là c'est fini. Tout à fait. Ça, c'est exactement le genre d'application. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parlé que de cybersécurité, mais il y a deux applications qui sont utiles en médecine, celle que tu mentionnes, et qui est tout à fait possible, et que d'ailleurs, je t'invite à tester, ne serait-ce que justement, il y a la possibilité de brancher sur un compte Twitter, et tu verras les résultats pour voir si c'est pertinent. Je pense que ça peut l'être. Et un autre, d'ailleurs, en fait, ce linkage est aussi soutenu par le comité CARE Covid-19 du MESRI, du ministère. Parce qu'en fait, ça a une utilité notamment pour la surveillance sur les publications scientifiques, pour être en cas, parce que par exemple sur le Covid, on a vu émerger des milliers de publications scientifiques en moins de 18 mois, et les praticiens hospitaliers ne sont pas en capacité de lire tous ces articles, et Linkage du coup est utile pour justement faire le tri et au moins pointer sur les groupes d'articles qui seraient utiles de lire ensemble, et puis peut-être faire émerger les plus importants. Donc il y a de nombreuses applications en santé aussi. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir, histoire d'équilibrer aussi les temps de parole, parce que c'est un peu mon rôle, au risque de frustrer l'assistance, parce que je comprends qu'il pourrait y avoir beaucoup de questions. En tout cas, merci beaucoup Charles pour cette présentation, et nul doute que vous me voyez revenir vers vous d'ici peu, parce que c'est une problématique qui, nous, en termes de réseau criminel, nous intéresse, que ce soit dans le domaine de la traite des êtres humains, dans le domaine de la pédopornographie. On a des milliers d'individus qui s'organisent en réseau, et ce champ de recherche est particulièrement intéressant, à la fois dans le domaine de la cybersécurité, mais aussi dans des domaines peut-être plus globaux de l'analyse des réseaux. C'est maintenant avec grand plaisir que nous allons accueillir le préfet Renaud Vedel, qui va donc nous apporter une vision plus globale et la vision stratégique au niveau national de l'intelligence artificielle. Monsieur le préfet, c'est à vous. Oui, bonjour mon colonel, bonjour à toutes et à tous, bonjour particulièrement à monsieur Landy et à Charles Bouveron. Alors peut-être quelques mots d'introduction sur la stratégie nationale pour l'IA. Donc, la stratégie nationale, c'est les suites du rapport Villani, c'est-à-dire en gros une mobilisation nationale comme d'autres nations technologiquement avancées, avec 4 secteurs prioritaires, dont celui qui vous intéresse, la défense et la sécurité, qui s'intègre avec un plan coordonné européen qui a été bâti en 2018 et révisé il y a quelques mois en avril dernier, et puis si je puis dire, qui s'insère dans les mécanismes d'investissement. Donc, les mécanismes d'investissement européens, les programmes Horizon Europe pour la recherche et Digital Europe pour l'économie numérique, on va dire, pour faire simple. Donc, il y a des poches de financement compétitifs qui sont ouvertes aux acteurs du secteur, en collaboration, etc., etc. Et puis, bien évidemment, dans les poches d'investissement de l'État, là, le sujet, c'est le programme d'investissement d'avenir, et on est actuellement en train de négocier la nouvelle génération
il y aura une stratégie d'accélération dédiée à l'IA, mais il y a aussi des stratégies d'accélération connexes dans lesquelles il peut y avoir de l'IA. Il y en a une sur la cybersécurité, ça a été mentionné dans l'intervention de Charles Bouveron, c'est important dans les interactions avec l'IA. Il y en aura une sur les villes durables et les bâtiments innovants, mais qui peuvent avoir des fonctions de sécurité. Une sur les réseaux de communication et la 5G, et puis une sur le cloud. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation structurelle, c'est-à-dire les financements habituels de l'écosystème numérique. Et là aussi, il peut y avoir des fonds sur des projets de sécurité qu'il est important de pouvoir traiter. Donc, il y a des fonds à la fois de financement des entreprises, qu'on appelle les fonds deep tech. Donc, en gros, ça, c'est du capital. Il y a on essaie de financer les pôles de compétitivité. Et il y a des pôles de compétitivité qui s'intéressent à la sécurité. On peut penser à un de vos voisins, Safe Cluster à Aix. Il y a des challenges de données entre des gens qui ont des données mais qui savent pas trop comment les valoriser et puis des gens qui savent les traiter. Il y a des concours d'innovation et donc il faut se saisir de tous ces outils. Et vous voyez que avec les stratégies d'accélération, on est bien sur ce que par exemple le World Economic Forum ou l'Office européen des brevets, puisque j'ai tiré cette planche de leur dossier, appelle les technologies socles de la 4e révolution industrielle, dont l'IA fait partie, mais pas seulement. Il y a aussi la question du management de données, des interfaces utilisateurs, de la sécurité des données, etc., etc. Évidemment que la sécurité est un des éléments d'application majeure des technologies de la science des données et de l'IA, puisque ça a été rappelé, y compris dans l'image, dans le traitement de l'image, on fait de la segmentation pour voir des objets qui ne devraient pas y être, qui y sont, etc. Donc ça, c'est un cas typique de data science. On fait de la prédiction de variables, mais attention à ne pas pousser le mot prédictif à un sens qu'il n'a pas. Souvent, on a beaucoup exagéré il y a 2-3 ans sur le côté prédictif. On parlait de justice prédictive. Enfin, ce sont là des phénomènes extrêmement complexes, des chaînes de décision qui sont absolument pas aujourd'hui traitables de manière sérieuse par les IA. Donc, l'IA aujourd'hui sert à analyser des données, elle sert à améliorer ou à faire des recommandations, mais certainement pas à se substituer à des mécanismes de décision complexes. Et ça, il faut bien le redire aujourd'hui. Le mot prédictif doit être utilisé aux sciences de la statistique. On a un modèle, on a des entrées et on sort des sorties, mais c'est absolument pas un modèle, je dirais, intégré de chaîne de décision humaine. Donc là, il faut faire attention. Et là, je pense que les exagérations ont créé beaucoup de dommages, y compris chez les autorités politiques et qui ont pris peur et dans la population. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment ramener l'église au milieu du village, si je puis dire. Ensuite, il y a évidemment dans la data science des tâches classiques de détection d'anomalies ou d'événements à risque ou de fraude. Et là, on voit évidemment que ce sont des cas d'usage majeurs en sécurité. Et puis enfin, il y a évidemment l'aide à la modélisation. Donc voilà. Donc ça, donc la stratégie d'accélération travaille sur ces questions avec toute l'échelle depuis la recherche fondamentale jusqu'à la diffusion sur le marché. On aura des choix, il faut faire des choix. Donc, on va beaucoup travailler sur l'embarqué et l'edge, la périphérie. Et donc là, on voit que ça peut s'appliquer à pas mal de choses de sécurité, puisque au plus près du terrain, dans des réseaux distribués. Évidemment que aujourd'hui, l'IA est majoritairement déployée sur des systèmes de recommandation business to consumer, si on peut dire en mauvais français. Donc, c'est une chose, et les erreurs ne portent pas forcément à conséquence. C'est beaucoup plus difficile d'implanter ces technologies dans des systèmes critiques. Et là, effectivement, il y a des programmes de recherche énormes et pourtant, c'est notre base industrielle. Donc là, il y a vraiment des enjeux majeurs pour les prochaines années. Il faut former une nouvelle génération à ces technologies et même d'ailleurs reformer les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active. Donc ça, ce sont des enjeux majeurs et moi, je me réjouis, on en a parlé récemment avec Charles Bouveron, que les instituts 3IA participent à cet élargissement de l'appareil de formation. Et enfin, il faut trouver des cas d'usage de déploiement. On le voit aujourd'hui, pardon, je vais passer un peu vite, mais il y a beaucoup de signaux qui peuvent être traités par les IA. Pardon, excusez-moi. Il y a évidemment l'image et c'est majeur pour la vidéoprotection. Mais différents signaux aussi, des signaux acoustiques, des signaux de pression. Il y a différents types de capteurs qui peuvent être traités. Évidemment, le traitement de l'image. Mais aussi le langage, et enfin plein de données en grande dimension, et on voit que la robotique aussi commence à être aujourd'hui beaucoup plus mobile, etc., etc. Donc, ce qui est important de montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui des centres de recherche majeurs en France, qui peuvent aussi travailler avec des acteurs de la sécurité. Il y a au moins 7 centres interdisciplinaires d'excellence en France, sans compter les 3 réseaux que sont le CNRS, INRIA et le CEA.
Et évidemment, il faut aussi marier davantage la recherche publique et la recherche privée et les entreprises. Donc ça, c'est aussi sur la feuille de route de tous les acteurs, et l'État insiste beaucoup là-dessus. Et il y aura enfin des réseaux d'innovation, et donc dans votre région, par exemple, Move Digital sera aussi le pôle innovation numérique de la région PACA. On peut se féliciter aujourd'hui qu'en France, on ait un écosystème de nouveaux acteurs, de start-up extrêmement dynamiques. Donc ça, c'est le mapping que réalise chaque année France Digital. C'est celui de l'an dernier. Le prochain va être rendu public le 8 novembre à l'occasion de la Paris AI Week. Mais vous voyez que dans le domaine de la sécurité, de la fraude, par exemple, on a un écosystème extrêmement fourni, mais aussi dans le domaine, dans différents types de domaines, transport ou autres. Alors, ce dont il faut être conscient, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, elles ne sont pas parfaites. Elles ont des limites, notamment qui sont liées à leur nature parfois statistique. Et donc, il faut faire très attention, y compris en termes de sécurité, et c'est pour ça qu'on va avoir un débat sur la régulation. Les modèles d'abord, en tout cas ce qu'on appelle l'apprentissage machine aujourd'hui, ce sont des modèles principalement de nature statistique. Et donc, ils ont des inconvénients. Ils permettent aujourd'hui de traiter des choses qu'on ne savait pas faire avant, l'image par exemple. Mais par contre, parfois, ils sont pas robustes. Ils manquent d'explicabilité. Et là, on voit bien qu'ils peuvent faire des erreurs flagrantes, soit des faux positifs, soit des faux négatifs, qui sont des concepts, évidemment, qui peuvent avoir des conséquences directes sur les personnes, parce que si une personne est interpellée ou surveillée à tort, c'est un problème démocratique. Et à l'inverse, si on rate quelqu'un qui est dangereux, c'est aussi un problème d'efficacité. Et donc, ces modèles ont des limites. Par ailleurs, la qualité des données est importante, puisqu'ils tirent leur force depuis les données. Et donc, il faut développer désormais aussi des stratégies de gouvernance de la donnée. Et on voit que dans les administrations publiques, mais aussi dans les organisations privées, on est encore loin du compte en termes de qualité de gestion de la donnée, en termes de définition de modèles de données, de métadonnées. Et parfois, simplement, on gaspille, on perd des choses. Et après, il y a aussi le cadre juridique qui n'a peut-être pas suffisamment évolué. Les lois informatique et liberté sont essentiellement héritées d'il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on était sur des bases de données relationnelles. Aujourd'hui, on est dans de nouvelles technologies et il faut aussi que les régulateurs les comprennent davantage. Donc, c'est un débat à avoir aussi avec eux. Et enfin, il y a la question des usages. Il est hors de question que les machines deviennent autonomes complètement, surtout dans les matières à risque comme la sécurité ou l'espace public. Il faut qu'elles soient toujours au service de l'humain et il faut que les agents publics ou privés de sécurité ne se cachent pas non plus derrière les machines. Il faut qu'ils assument les conséquences des recommandations que la machine leur propose. Et il faut qu'ils connaissent les limites de ces modèles et il faut qu'ils soient capables de questionner ces modèles lorsqu'ils font des erreurs. Et ça, c'était vraiment un enjeu majeur pour les prochaines années, un enjeu de formation et un enjeu aussi de courage, parfois, d'aller contre la machine lorsqu'elle se trompe. Et ça, c'est vraiment pas facile du tout à faire, mais c'est pour ça qu'il va falloir avoir des politiques assez, je dirais, de maîtrise de la technologie avec plus d'équipes interdisciplinaires, pas que des juristes, pas que des policiers ou des gendarmes ou des agents de sécurité, mais des gens qui travaillent en équipe avec des techniciens et des experts de la donnée et de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, la protection de la vie privée est devenue un sujet technologique majeur. L'IA peut apporter beaucoup de choses en termes de fouille et d'analyse de données, mais il faut aussi être conscient qu'on peut réinterpréter ou réidentifier assez facilement lorsqu'on garde beaucoup de données. Et donc là aussi, il faut faire une montée en compétences sur ces sujets. Et là aussi, c'est un axe que je pense on peut poursuivre en termes stratégiques. Et on voit que les systèmes d'IA ont des vulnérabilités de cybersécurité non seulement générales, comme tout logiciel, intrusion, fuite de données, etc. Mais il y a aussi des vulnérabilités particulières. Les données peuvent être empoisonnées, ce qui peut altérer les modèles et leur efficacité, parfois même à l'insu des développeurs, parce que c'est très difficilement décelable à l'œil nu humain. Par ailleurs, quand bien même on aurait des données de grande qualité, on peut aussi développer, si on connaît suffisamment le modèle, ce qu'on appelle des exemples adversariaux qui vont tromper le modèle. Ça, c'est vraiment un problème. C'est très technique, mais c'est vraiment majeur parce que si vous avez des leurres qui marchent, eh bien, vous allez avoir des modèles qui vont être fragiles. Et puis enfin, même quand tout est parfait en termes de collecte et de développement, eh bien, à force brute, avec du calcul intensif, on peut parfois retrouver les sources de données et ensuite en fragiliser un petit peu les modèles pour les attaquer. Donc voilà, tous ces sujets doivent être mis en œuvre et développés.
Peut-être pour rappeler, donc récemment, il y a eu un rapport extrêmement intéressant du député Jean-Michel Miss, donc qui a rendu au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre un rapport, et donc qui appelle à aujourd'hui avoir l'audace d'expérimenter davantage ces technologies en matière de sécurité intérieure, pour protéger notre souveraineté, mais aussi pour donner plus d'efficacité aux agents de sécurité publics et privés. Et donc, il appelle, par exemple, à de l'expérimentation de détection d'anomalies en vidéoprotection dans les espaces publics. Il appelle à des expérimentations. Il faut qu'on regarde, il faut qu'on... Pas forcément, avant de passer à l'échelle, il faut d'abord avoir des exemples, des tests. Parfois, elles sont déployées par certaines polices municipales et les organismes privés, mais on pourrait peut-être aller plus loin aujourd'hui. Par ailleurs, il faut se donner les moyens d'avoir une politique de constitution de jeux d'apprentissage, une politique de la donnée. Là aussi, pour développer des systèmes plus robustes. Parce qu'évidemment, après, c'est une histoire de cycle. Si on a des modèles peu robustes parce qu'on n'a pas de données, du coup, ils vont entraîner des questions de vulnérabilité et donc des questions sur les libertés publiques, et du coup, on ne pourra pas les utiliser. Donc, c'est aussi un cercle vertueux qui doit être enclenché. Et sans doute que les grands événements qui vont venir, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques sont un des moyens de concilier plusieurs choses. D'une part, une vitrine pour l'économie française, et je rappelle que le secteur de la sécurité, c'est 130 000 emplois. J'appartiens désormais à la Direction générale des entreprises, donc c'est un sujet majeur, hein, 130 000 emplois en France, 30 milliards de chiffre d'affaires dont la moitié à l'export. Et en même temps, ce sont des sujets pour les Français sur la voie publique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je dirais, ce qu'on peut faire. Et enfin, peut-être quelques mots, il me reste, je crois, 2 minutes dans le temps imparti. Rappelez qu'il y a actuellement en discussion un projet de règlement européen sur les IA à haut risque. Donc, ce sera la première réglementation vraiment horizontale sur le sujet, au monde d'ailleurs, donc c'est très ambitieux. Elle propose 4 niveaux de risque, certains qui sont totalement inacceptables, notamment le contrôle social et la notation sociale de type chinois pour faire court. Mais il est vrai aussi que par défaut, cela concerne la biométrie faciale dans les espaces publics, mais avec une exception assez large et assez acceptable, me semble-t-il, pour les forces de sécurité pour l'exercice de leur mission. Ensuite, il y a les usages à haut risque, et là, on voit que pour ces usages à haut risque, eh bien, vous êtes concerné à plusieurs titres dans les domaines de la sécurité, à la fois sur l'identification biométrique, à la fois sur le management des réseaux et infrastructures critiques, à la fois sur l'accès aux services publics, à la fois sur les systèmes d'IA utilisés par les forces de police, par le contrôle frontière et aussi par les procédures judiciaires. Donc, effectivement, cette réglementation va imposer des exigences de qualité de données, de traçabilité de documentation extrêmement forte à l'attention des fournisseurs et des utilisateurs. Chaque utilisateur devra recevoir une information intelligible, c'est-à-dire qu'il comprend, et l'information n'est pas la même selon qu'elle est donnée à un ingénieur ou un agent, donc il va falloir faire aussi des efforts là-dessus. Il y aura des obligations de supervision humaine, y compris postérieurement à la mise en œuvre ou à la mise sur le marché. Et enfin, une traçabilité avec des alertes. Et donc, il va falloir effectivement s'approprier cette réglementation. Elle est en cours de débat, donc il faut que les gens réagissent. Le secteur peut faire des critiques, elle n'est pas encore discutée au Parlement, des amendements sont possibles. Elle est d'ailleurs actuellement devant le Conseil des États. Mais effectivement, il va falloir développer des schémas de maîtrise des risques et qui seront assez engageants. Donc là, je passe un peu rapidement parce que c'est technique, mais on peut en reparler. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne, depuis maintenant une dizaine d'années, a pris l'habitude d'avoir des lois, je dirais, ou des règlements de haut niveau et de faire confiance en partie à la normalisation. Et j'entendais tout à l'heure ce terme prononcé. Et donc, je pense qu'il est important que le secteur élabore des normes qui lui sont propres et qui seront adaptées à ces méthodes de travail. Et donc, là aussi, il faut avoir une position proactive dans les schémas et dans les systèmes et dans les enceintes de normalisation. Voilà ce que je voulais dire, c'est déjà beaucoup. Et puis rappeler que l'IA, encore une fois, c'est une technologie et qu'il faut choisir pour chaque cas d'usage ce que l'on délègue à la machine et ce qui doit rester automatiquement du ressort humain. Et en matière de sécurité, à mon avis, pour l'instant, on ne peut pas déléguer grand-chose aux machines. L'humain est primordial et doit rester dans la boucle à toutes les étapes.
Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Nous avons le temps pour 1 à 2 questions de la salle ou en visio. Monsieur le Préfet, merci beaucoup. Très intéressant. Vous avez parlé des données, des machines, des technologies. Nous, on est ici à la Maison de l'intelligence artificielle qu'on a créée pour ajouter une 4e dimension. La préparation des talents pour utiliser les données, pour préparer tout ce qui sont les différentes technologies. Et je me demande si, dans la stratégie nationale, on devrait aussi réfléchir sur comment préparer les jeunes, comment incentiver les jeunes à se donner, et surtout les jeunes filles, parce qu'on a une disparité énorme. Voilà ce que je voudrais vous dire, parce que nous, ici à l'AMIA, on a comme objectif fondamental exactement ça. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Landy. La formation, c'est un sujet majeur. D'abord, c'est une course internationale. Juste peut-être un exemple qui doit nous faire réfléchir. La Chine, aujourd'hui, offre dans 345 universités un cursus d'ingénieur en IA. Et aujourd'hui, l'IA est la matière la plus choisie par les étudiants chinois. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire que de l'IA. L'IA n'est qu'une des disciplines du numérique. Il y a d'autres disciplines fondamentales. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Néanmoins, dans certains pays, effectivement, on y accorde beaucoup d'importance. Et y compris d'ailleurs dans les lycées chinois, il y a désormais une matière obligatoire d'enseignement aux technologies, on va dire numériques en général, et on code nativement dès le lycée. On n'en est pas encore là en France. Deuxièmement, vous avez raison, il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, les codeuses féminines représentent à peu près 20%, 30%. C'est un peu plus dans le monde des startups, qui est plus féminisé, mais c'est quand même encore très insuffisant. Et donc, alors je peux pas m'avancer parce qu'il revient au ministre de présenter les décisions qu'ils vont financer, mais dans les prochaines semaines, vous verrez qu'il y aura des actions en faveur d'un accroissement, d'une part de la formation et de l'intéressement des jeunes à ces technologies, une valorisation des technologies numériques dans les formations, à tous les niveaux, et pas que des experts. On parle data scientist, mais il faut aussi des techniciens intermédiaires, des gens qui vont comprendre la donnée, des gens qui vont être capables d'utiliser et de mettre en œuvre les systèmes d'IA, des opérateurs de vidéoprotection qui comprendront. Et donc, il faut aujourd'hui, je dirais, passer d'un modèle où on fait 80% d'experts et 20% de techniciens à un modèle beaucoup plus équilibré. Et aussi, il faut aller vers davantage de formations, je dirais, X plus IA. Santé et IA, sciences physiques et IA, mais aussi sécurité et IA, tourisme et IA, etc. En tout cas numérique. Donc, je rejoins tout à fait votre initiative et je félicite le département des Alpes-Maritimes et la maison que vous dirigez, vous présidez, pour cette initiative, parce que c'est absolument fondamental d'élargir la connaissance de l'IA dans l'ensemble de la société et de la population active. Oui, bonjour, Monsieur le Préfet. André Boyer, je suis directeur du campus IPAC de Nice et je travaille sur la relation entre l'IA et le management. Et je voulais vous poser une question. J'étais tout à fait impressionné quand vous avez parlé des limites de l'IA. Vous avez cité un certain nombre de limites qui étaient liées à plusieurs dimensions. Je ne sais pas toutes retenues, mais ce que j'ai retenu, c'est la fonction d'autonomie que vous avez mis en avant. Lorsque vous avez dit qu'au fond, il ne fallait pas du tout se laisser déborder par l'IA, que les gens devaient prendre leur responsabilité vis-à-vis des données qu'ils avaient, des informations qu'ils recevaient. Et une question qu'on se pose, je voudrais vous interroger là-dessus, c'est l'idée c'est une orientation vis-à-vis de l'IA, c'est-à-dire que les personnes doivent partir de l'idée que l'IA, c'est leur outil comme tout autre outil, et que c'est à eux de le dominer et pas l'inverse. Quelle est votre position là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il va falloir, comment dirais-je, bien comprendre qu'on peut automatiser des choses qui sont de l'ordre de la production, c'est-à-dire sur des chaînes industrielles, sur des métiers pénibles, etc. Là, je pense que l'IA pourra parfois être, je dirais, automatisée à condition qu'on ait bien vérifié que les systèmes, qu'il y ait une efficacité de production. Par contre, dès qu'on est dans du ressort d'interaction sociale,
là, je pense qu'on va rester dans un modèle, qui est un modèle très général, qui est théorique, mais qui a été développé par l'Agence européenne de l'aéronautique, donc je le remets en slide, et qui montre que dans la plupart des processus, en réalité, d'interaction sociale, on restera dans les niveaux 1 et 2, c'est-à-dire d'assistance à l'humain, dans lequel, en gros, l'IA aidera à acquérir de l'information, aidera à fouiller des grandes masses d'informations pour trouver la bonne, aidera à analyser, parfois pourra faire des recommandations, mais rarement au-delà. Et c'est plutôt sur la chaîne de montage industriel qu'on sera dans la collaboration humaine-machine avec de la cobotique. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des robots qui sont dans des espaces fermés, puis des ouvriers sur les machines qui interviennent quand le robot est parti. Désormais, ils pourront peut-être être dans le même espace. Mais les cas dans lesquels il y aura vraiment une IA totalement autonome seront très rares. Et on voit bien qu'on l'avait promis sur le véhicule autonome il y a déjà 5-6 ans et qu'on n'y est pas. Et en réalité, ça fait 25 ans qu'on est sur les véhicules autonomes et on s'aperçoit que ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de situations impossibles, enfin très difficiles, des petites routes, de la nuit, voilà. Et donc, on aura peut-être des véhicules autonomes dans certains espaces semi-contrôlés, mais ça sera très difficile. Et je pense que ce sera la même chose dans des processus comme les processus policiers, judiciaires ou de sécurité privée. Je ne vois pas à un horizon court une autonomie croissante. Et surtout, il faudra aussi que les agents qui utilisent ces IA ne disent pas « ah ben c'est l'IA qui m'a recommandé, je suis responsable de rien ». Ils devront être responsables de leurs actes. Et ça sera difficile parce qu'il faut être formé, il faut comprendre. Et parfois, il faut avoir le courage de dire ah ben, j'arrête la machine et je reprends la main. Monsieur le préfet, à propos de reprendre la main, je vais la reprendre. Alors, encore une fois, j'exerce mon rôle un peu de censeur, ce qui est assez compliqué parce que moi-même, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette présentation qui témoigne de l'engagement concret de la France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vous remercie également pour avoir rappelé les fondements de ce qu'est l'intelligence artificielle et de la nécessaire évolution aussi de la régulation qui doit aussi ne pas contraindre l'innovation. Et la gendarmerie, depuis quelque temps, s'inscrit dans le modèle, dans la stratégie que vous avez décrite, d'une vision à 360 qui associe la formation, qui associe les partenariats et les travaux que nous menons avec l'Institut Europia, y participent pleinement. Alors c'est maintenant le moment d'ouvrir la table ronde et donc avec Dominique Legrand, Dominique Legrand de N2V, Stéphane Gendric d'Idemia et Alain Ferbach de la start-up Sophipolitaine, puisqu'on m'a rappelé le terme il y a très peu de temps, Viletix. Alors Dominique Legrand, je voudrais commencer par vous et vous poser la question par rapport à l'action de la N2V. Aujourd'hui, la question des Smart Cities est une question essentielle, notamment dans la notion de gouvernance et bien entendu de quelle sécurité pour les Smart Cities demain. Nos territoires vont connaître une évolution considérable. Avec la Smart Building Alliance, vous vous êtes récemment rapprochés pour mieux appréhender ce défi des Smart Cities, des Smart Territoires, et vous avez publié il y a quelque temps un livret sur les territoires intelligents et de confiance. Alors selon vous, quels seront les territoires de demain? Comment ils vont évoluer tant sur le plan de la technologie, de la gouvernance ou de l'aspect juridique? Merci, Monsieur Perrault, pour cette question. Donc, pour faire court, au sein de l'N2V, en ce moment même, on constate deux évolutions lourdes qui, justement, vont marquer les esprits sur les 10 prochaines années, en quelque sorte. Je sors de Porte de Versailles, où se tient le salon IBS sur Smart City et Smart Grid. Et j'étais également dans une table ronde où on discutait de tout cela. Ces deux tendances lourdes sont les suivantes. La première, c'est la taille des projets. Il n'existe plus, ou mal, ou faut peut-être les éviter, des petits projets de vidéoprotection avec une commune de 3000 habitants qui installe 14 caméras, un petit enregistreur, etc. On voit bien qu'on ne peut pas accéder aux technologies décrites ici avec de l'intelligence artificielle, parce qu'on sait faire marcher beaucoup de choses, mais on comprend bien qu'il y a un niveau de compétences requis qui est assez important. Donc ça, c'est le premier point. Il faut concentrer les projets, donc soit à l'échelle de grosses villes, bien sûr, mais aussi de métropoles pour agglomérer les collectivités voisines de cette grosse ville. Mais également, et plus récemment, grâce à l'article 42 de la loi de sécurité globale,
y compris des départements qui s'engagent aujourd'hui sur des déploiements massifs, notamment dans les territoires ruraux, où on va pouvoir imaginer sur 300 ou 500 communes d'un département un gros PC vidéo, on ne peut pas appeler CSU, mais un gros CSU départemental, en quelque sorte, avec toutes les briques de compétences, bien sûr d'intelligence artificielle, mais aussi des enjeux cyber et donc de respect de RGPD et j'en passe, pour que n'importe quelle collectivité, quelle que soit sa taille, et surtout les tailles rurales, puisse accéder à toutes ces technologies et qu'il n'y ait pas de rupture ou de fracture, je dirais, de sécurité dans ces territoires. On a un risque, effectivement, d'avoir de l'IA excessivement avancée sur des hyper-centres-villes et rien autour. Donc ça, là, je tire mon chapeau à Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau qui ont bien bataillé pour faire passer cet article 42. Je vous invite, bien sûr, à le lire. Donc, pour des syndicats d'électrification, pour des départements, des syndicats mixtes ouverts, etc., ils ont désormais la possibilité non seulement de déployer, de proposer des services, etc., mais aussi de visionner, donc d'apporter des services. La deuxième information que je voulais apporter ici, au sein de l'N2V, on a monté un petit groupe de travail pour dénombrer ces usages. Parce qu'on dit souvent, il y a beaucoup d'usages, et on m'a posé la question à quelques reprises, mais est-ce que vous avez listé? Et donc là, je crois qu'on est en ce moment tous en train de travailler sur des listings exhaustifs. Et là, je remercie le préfet Vedel d'avoir affiché les slides sur la notion de risque associée à chaque usage, qui est plus ou moins simple à déployer. Et bien, au sein de ce groupe de travail, la N2V a dénombré 180 usages. C'est pas du tout une copie qui est terminée, peut-être qu'on en aura 300 dans quelques temps, mais 180 pour marquer les esprits quand même. Sous-entendu, on n'est pas en train de parler de 7 ou 8 logiciels ou filtres pour dire ça court trop vite, il y a une voiture comme ci, une plaque, et puis j'ai terminé. C'est-à-dire qu'on va vers un monde de l'usage fort. Et le dernier point, la deuxième tendance lourde finalement que l'on constate, donc outre cette taille de projet où justement on a des projets de plus en plus gros pour mettre en place tous ces dispositifs, eh bien c'est invité en tour de table dans toutes les réunions à laquelle on participe, c'est invité la notion de soutenable, de durable, d'écologique, de vert, tous ces termes étant plus ou moins synonymes. On appréciera celui que vous souhaitez. Mais hier, on parlait du socle de la Safe City ou des territoires sécurisés et en extension, la partie Smart City. Et avec ça, on avait tout dit. Eh bien, aujourd'hui s'invite la Sustainable City, la partie encore au-dessus peut-être, parce qu'il ne faudra plus seulement être smart, avoir des services XY, etc., mais nos enfants vont nous rappeler à l'ordre que si ce qu'on est en train de déployer nécessite des liens à 10 gigabits par seconde qui réchauffent la planète, l'impact CO2, personne n'y pensait dans tous nos métiers. Et là, effectivement, on est rattrapé dans tous les groupes de travail que l'on anime en ce moment par cette notion de soutenable. Donc, des gros projets, mais qui doivent entrer dans un cadre, un horizon lointain, 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais où le soutenable doit être, y compris dans les appels d'offres, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, intégré dans la réflexion globale. Donc, tout ce qui vient d'être dit jusqu'à l'instant, bien évidemment, j'y souscris à 100%, mais avec cette petite musique qui arrive de manière de plus en plus soutenue, qu'il va falloir effectivement respecter la planète dans tous ces travaux. Merci pour cette réponse qui effectivement montre que l'objectif n'est pas simplement d'être smart, mais ça va un peu plus loin. Alors je voudrais me retourner vers vous, Stéphane, et la vision d'IDEMIA, hein, je l'ai dit, hein, un des leaders internationaux dans le domaine de l'identité numérique, dans le domaine de la biométrie. Comment voyez-vous, vous, dans cette évolution des villes numériques, des territoires connectés, la question de la protection des populations dans des espaces comme ça aussi connectés? Donc d'abord bonsoir et merci de m'avoir invité. Donc ce qui a été rappelé, c'est que les techniques d'analyse vidéo donnent accès à de nombreuses fonctionnalités, dont certaines sont déjà connues et certaines restent encore à explorer. Par contre, la protection de la population, c'est l'une des missions fondamentales de l'État et c'est lui qui définit la politique en la matière. Les industriels comme IDEMIA sont là pour développer des solutions qui permettent la mise en application de la politique décidée par le gouvernement
et le Parlement, dans le respect de la réglementation en vigueur. Donc, côté industriel, ça correspond à s'assurer que les solutions développées sont performantes, non biaisées et qu'elles correspondent bien aux besoins des utilisateurs. Cela est exprimé à travers des dispositions réglementaires lorsqu'il s'agit de gouvernement. Il faut ensuite que l'on propose des solutions pour protéger les données personnelles et protéger l'accès à ces données. Donc, sur la partie algorithmique, ça passe par des évaluations rigoureuses des performances, si possible par des tiers indépendants des industriels. Aujourd'hui, sur la reconnaissance faciale, par exemple, c'est essentiellement le NIST américain qui évalue les algorithmes de reconnaissance faciale. Faudrait se poser la question d'être autonome en Europe pour évaluer les technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale en particulier. Sur la protection des données, cela passe par des techniques de cryptographie et de gestion des droits d'accès. Aujourd'hui, de plus en plus, on privilégie les solutions où les données personnelles sont détenues uniquement par le citoyen, dans un document ou dans un smartphone. L'industriel peut de surcroît apporter des solutions qui garantissent qu'il n'y aura pas de détournement de la finalité. C'est-à-dire que les solutions qui seront déployées dans telle ou telle application ne pourraient pas être utilisées à d'autres usages que ceux pour lesquels ils ont été prédéfinis. Donc, par rapport à tout ça, la future législation européenne sur l'intelligence artificielle devrait permettre de concilier le respect des droits fondamentaux et le soutien à l'innovation et aux avancées technologiques. Et alors, peut-être une question annexe. Est-ce que vous avez des solutions déployées à l'international qui pourraient nous laisser présager de ce que seraient les villes connectées de demain? Au niveau je crois qu'à Singapour, vous avez des applications en matière de contrôle, je crois, des frontières, non? Alors, sur le contrôle aux frontières, on est passé de la simple porte d'accès dans un aéroport à la fluidification complète du flux des passagers dans l'aéroport. Donc, le passager, il est enregistré avec son passeport au moment où il entre dans l'aéroport, et puis après, à toutes les étapes de son voyage à l'intérieur de l'aéroport, on essaie de fluidifier, faire qu'il n'y ait pas que ce soit tout en étant sécurisé, que ce soit le plus fluide possible, jusqu'à l'embarquement et la montée dans l'avion. Donc effectivement, les avancées technologiques aujourd'hui, elles sont dans cet équilibre entre simplifier l'utilisation pour le passager et puis garantir la protection de l'utilisateur. Dans le cas de la protection des aéroports, on a vraiment la donnée biométrique qui est attachée, enfin qui est dans le passeport du passager. Et il n'y a pas de base de données centrale qui permet de faire cela. Donc, on peut déployer des solutions où les données personnelles sont complètement protégées tout en fluidifiant et en garantissant la sécurité à l'intérieur de l'aéroport. D'accord. Je crois que vous soulignez effectivement un point essentiel qui est celui de l'équilibre entre la fluidité, c'est aussi un enjeu de sécurité, c'est-à-dire que l'agglomération de personnes est un problème où potentiellement il pourrait y avoir des difficultés sécuritaires. Donc je crois qu'effectivement il y a ce point d'équilibre à trouver et ce sera peut-être une des questions pour les territoires de demain. Alors Alan, au sein de la société Vidétix, vous avez bien entendu une très forte activité autour de ce qu'on appelle la vidéo intelligente. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette vidéo intelligente, parce que j'ai l'impression que le terme intelligent on l'emploie un peu dans tous les sens. Est-ce que cette vidéo décide à la place de l'humain et qu'est-ce qu'elle cache? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai que je rejoins totalement les propos du préfet Wedel. C'est vrai que le but, c'est de mettre l'humain au centre. Et nous, notre volonté, notre vision, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment filtrer les éléments qu'on va avoir. Il faut avoir en tête en fait que dans les centres de supervision urbain, on peut prendre un cas d'usage qu'on connaît tous bien, par exemple la métropole de Nice. Il y a plus de 3300 caméras qui sont en disposition. Il y a également, si on récupère en fait tous les flux provenant des transports, des trams, etc., ça fait 3800 caméras. Et il y a seulement 10 opérateurs en simultané qui visualisent ces flux. On voit bien que cette tâche-là n'est pas faite justement pour les humains. Et donc notre volonté, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour filtrer ces événements, créer des scénarios, être alerté au bon moment, et par contre garder le côté action, l'intelligence humaine, pour vraiment interagir et prendre la décision, est-ce qu'on y va ou pas. Et c'est vraiment notre vision, c'est de
d'aider les opérateurs de la sécurité. Mais après, c'est vrai que ça prend le cadre, les travaux qui ont été faits au niveau de la SBA, de la Smart City. C'est vraiment très large. On parle de sécurité, mais il y a toute la notion de mobilité. On vient vraiment comprendre les déplacements des piétons, des véhicules, et on va pouvoir désengorger les villes et réduire leur pollution. Et là, c'est lié à la santé, à la sécurité, en quelque sorte également. Donc, il y a un panel vraiment extrêmement intéressant d'usage de l'IA, comme a été rappelé aussi par Dominique. Il y a plus de 180 usages qu'on a pu établir, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais oui, notre vision, c'est d'utiliser l'IA au service justement de l'homme. Et vous qui êtes une start-up, hein, donc qui basez votre raison d'être sur l'innovation, comment vous percevez le projet de régulation européenne qui veut justement soutenir cette régulation dans un cadre de confiance, mais on voit quand même qu'il y a certaines limites qui sont posées aussi par le cadre qui, pour certains, pourraient freiner cette innovation. Comment la percevez-vous, notamment, et à l'échelle de la Coupe du monde de rugby qui arrive dans 1 an et des Jeux olympiques qui arrivent dans 2 ans? On la voit plutôt d'un bon œil. On a justement la chance d'avoir le RGPD en France et de pas. Le but c'est pas justement, et c'est clairement pas d'aller sur le modèle chinois. Donc c'est bien d'avoir ce cadre-là. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de lourdeur administrative, mais tout ce qui va être fait de justement travailler sur la certification d'une IA pour tout ce qui est à risque. Et c'est vrai que nous, c'est clairement notre objectif de pouvoir sécuriser la Coupe du monde de rugby 2023 ou les JO 2024. C'est bien de pouvoir passer justement par un dispositif et s'assurer que by design, on est justement compliant avec la RGPD, avec tout ce qui est réglementaire. Merci beaucoup, Alan. Alors, je reviens vers vous, Stéphane, sur un peu la même question au niveau, parce que entre la start-up et le groupe international, il y a une dimension d'échelle assez différente. Comment vous percevez, vous, ce projet de réglementation chez IDEMIA? De la même façon, à IDEMIA, nous abordons l'arrivée d'une réglementation de manière très favorable, d'autant plus qu'elle se situe à l'échelle européenne. On espère qu'une réglementation européenne permettra à tous les États membres de se doter des mêmes règles, ce qui sera une excellente chose pour les industriels et pour les utilisateurs qui verront les mêmes solutions se déployer partout en Europe. Et est-ce qu'on ne peut pas craindre une différenciation justement entre l'Europe et le reste du monde? Clairement, les règles qu'on est en train de mettre en place sont plus protectives du citoyen, donc il y aura effectivement des différences. Mais de toute façon, au niveau des usages et des applications qui sont déployées par IDEMIA, la plupart se conforment aux réglementations et voilà. Donc je ne crois pas qu'il y aura une grosse différence, à part quelques pays qui ne suivent pas du tout ce genre de réglementation. Mais aujourd'hui, sans réglementation, les débats et les critiques commencent à se focaliser sur la technologie, alors que le vrai sujet, et on en a parlé largement, ça se situe au niveau des usages. Le projet actuel qui lie le niveau de risque au niveau du citoyen avec le niveau de contrôle de la technologie, ça va permettre à nos clients qui utilisent, qui ont des applications de l'IA qui sont plutôt figées à low risque, de pouvoir les utiliser de manière transparente et sereine. Il y a un grand nombre d'applications existantes qui sont considérées comme à faible risque pour les citoyens et qui pourront continuer à être déployées. Citons par exemple le contrôle d'accès biométrique, la fluidification du flux des passagers dont on a parlé précédemment, ou alors le paiement biométrique. Toutes ces applications peuvent continuer à utiliser l'IA de manière très, très naturelle. Oui, je vous en prie, continuez. Par contre, même si c'est un marché réduit en Europe, le projet de loi complique le déploiement des solutions de vidéoprotection et en particulier de reconnaissance faciale dans l'espace public, car elles sont globalement interdites à quelques exceptions près. Dans tous les cas, une autorisation spécifique devrait être donnée par une autorité judiciaire pour le déploiement du système, avec des limitations sur la durée et sur la zone de déploiement. Et ce qu'on peut aussi peut-être espérer, c'est que l'Europe est à l'initiative, donc l'Europe sera peut-être leader, et on peut effectivement espérer que d'autres continents, d'autres pays suivent effectivement ce mouvement, un peu comme ce fut le cas pour le RGPD, et qu'on arrive effectivement à une régulation beaucoup plus internationale encore. Je crois que c'est aussi tout le sens de ce projet de réglementation à l'échelle européenne. Alors, je reviens vers vous, Dominique, sur la problématique de ces
territoires de demain, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces territoires, parce que vous qui rassemblez des industriels, des collectivités territoriales, des services étatiques au sein de votre association, quelle est votre vision du continuum de sécurité, et celui-ci est-il appelé à évoluer justement avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, avec cette disponibilité de la donnée qui aujourd'hui est différente de ce qu'elle était il y a quelques années? Alors absolument, le continuum de sécurité, ce terme finalement est assez récent. Il part du rapport parlementaire de Jean-Michel Fauvergue et d'Alice Toureau, donc une poignée d'années en résumé. Et c'est une véritable révolution à moyen et long terme, tout simplement parce que, donc là, quitte à décevoir peut-être la maison d'intelligence artificielle, je trouve que technologiquement parlant, on est déjà très très avancé, on a une très bonne note, on sait faire beaucoup de choses. Par contre, au niveau organisationnel, pour casser des silos organisationnels entre gendarmerie, police nationale, police municipale, force de sécurité privée, au sein d'une collectivité, entre tous les services, espaces verts, police municipale, mais aussi les autres services de la ville. Et là où aujourd'hui, il va y avoir un travail colossal, où nous n'avons pas une bonne note, à l'opposé de l'IA qui existe, le continuum de sécurité impose justement de mettre à l'horizontale toutes ces structures, tous ces silos, tous ces budgets, toutes ces organisations, pour que l'information ne soit pas perdue dès lors qu'elle sort du silo. On a une information avec de l'intelligence artificielle d'une RIX dans un tramway, mais si ça ne sort pas du tramway, je dis souvent, le délinquant repart avec un permis à 12 points, dans la rue, dans l'espace public. Puis dès lors qu'il rentrera dans le parking Vinci, privé, il repartira alors qu'il a déjà cassé trois éléments dans l'espace public. Enfin, en résumé, à chaque fois qu'il y a un silo, le garçon repart avec son plein de points. Donc ça, c'est une véritable révolution structurelle. Et là, c'est hors technologie. Et ça, c'est un travail, un chantier absolument énorme. Et ça a été rappelé plusieurs fois, je termine avec ça. Bien sûr qu'il faut remettre l'homme au centre de la décision. Là, ce que j'explique finalement, c'est qu'on souhaite travailler en temps réel et quel que soit le silo, donc être de plus en plus efficace en horizontal et en profondeur en vertical. Et on a un petit outil à N2V qu'on appelle tout simplement le 1, 2, 3, 4. 1, je détecte une anomalie. 2, je la transmets au bon endroit ou aux plusieurs endroits. 3, je la comprends, je l'interprète. Et 4, j'interviens avec les bonnes personnes. Eh bien, ce petit outil, vous pouvez le conserver en mémoire. L'intelligence artificielle va bien sûr agir sur le 1. Je détecte une RIX dans une rame de RER A, dans un parking, quelque part. Si je ne transmets pas l'information, l'IA tombe à la poubelle. Ça pourra servir pour l'élucidation, mais on a perdu la substantifique moelle pour une intervention. Donc 2, je transmets. 3, les opérateurs. Et là, finalement, on voit bien que l'IA est enfoncée immédiatement, puisque l'information arrive, c'est un événement, et c'est à l'opérateur, avec sa pleine intelligence, sa pleine connaissance du terrain et de type de délinquance qu'il est en train de constater, de prendre les bonnes décisions. C'est peut-être la police, c'est peut-être la sécurité civile, c'est peut-être le gaz qu'il faut envoyer, enfin, etc., en fonction de ce qu'il constate. Et ça, seul l'humain, objectivement, pourra le faire sérieusement. Et puis le 4, c'est l'intervention. L'intervention, elle devrait être rapide, correctement dimensionnée, etc. Et là aussi, il y a encore du travail. Et vous voyez qu'en simplement décomposant en 1, 2, 3, 4 un événement anormal, l'IA va intervenir un petit peu partout, mais l'humain va consolider toutes ces étapes une par une pour avoir une intervention effective et en temps réel. Mais je vous remercie. Alors, effectivement, en continuum de sécurité, mais surtout continuité de la décision humaine et puis de l'intervention humaine avec l'intelligence artificielle qui assiste l'humain. Je crois que c'est un élément fondamental qui transparaît à travers vos interventions. Et quand on parle de continuum de sécurité, je voudrais préciser le continuum de régulation, puisque je vois dans le chat le préfet Renaud Vedel qui a précisé que l'Europe n'est plus seule, car les États-Unis ont annoncé le lancement d'un cycle de régulation la semaine dernière. Donc je crois qu'effectivement, l'Europe a été leader sur le domaine et on voit que les États-Unis suivent. J'ai même entendu parler de la Chine il y a quelques temps, mais bon là, il faut aussi peut-être revoir de plus près ce qu'il y a dans le texte. Alors je me tourne maintenant vers Stéphane, parce qu'effectivement,
bon, on a beaucoup parlé de technologie, on a parlé de science, mais je crois que la notion éthique est forcément un corollaire à toute cette innovation, à toute cette technologie. Alors vous qui avez des clients dans le monde entier, est-il, selon vous, possible de développer un usage éthique et responsable des technologies biométriques qui exploitent l'intelligence artificielle, ou cela relève-t-il de l'utopie? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la biométrie rend service à des milliards de personnes à travers le monde. Par exemple, la mise en place d'une identité numérique en Inde a amélioré la vie de centaines de millions de personnes qui n'avaient pas d'identité fiable et qui ont désormais accès à de nombreux droits. En France, en Europe et avec nos clients partout dans le monde, assurer un usage éthique de la biométrie, ce n'est pas du tout une utopie, car l'encadrement de l'utilisation de ces technologies est déjà très fort, avec le RGPD d'un côté et la directive police-justice de l'autre côté. Donc, le projet de réglementation IA viendra compléter ces deux textes et les mettra à jour vis-à-vis des évolutions de la technologie. Un autre point, c'est que la technologie en général et les techniques de cryptographie en particulier continuent de progresser. Ceci permet, par exemple, désormais d'interroger une base de données biométrique pour savoir si une personne particulière s'y trouve, sans pouvoir accéder à la liste des personnes qui se trouvent dans cette base. Et ceci peut être fait dès la conception du système. C'est-à-dire que l'on peut faire en sorte que personne ne puisse extraire les données personnelles qui sont dans cette base. Ni IDEMIA, ni notre client, que ce soit la police, une compagnie aérienne ou un laboratoire médical, ni non plus un État ou un hacker qui viendrait faire main basse plus tard sur cette base de données. Donc, suivant les cas, ces sujets sur la cryptographie sont à l'état de recherche ou en phase de mise au point. Côté recherche, je vais l'a effectivement montré, l'écosystème nous soutient énormément, avec des projets de l'Agence nationale de la recherche et des grands projets européens qui financent partiellement ce type de travaux. Mais pour déployer ces technologies, il faudra d'une part des précurseurs côté utilisateur, afin de mûrir ces technologies dans des projets pilotes, et d'autre part, il ne faudrait pas que la réglementation bride l'expérimentation de solutions, car c'est forcément en expérimentant à l'échelle réelle qu'on pourra faire la démonstration de la maturité et de la pertinence de ces technologies. Oui, effectivement, et je crois qu'à l'étude, et dans le domaine de la recherche, il y a des appels justement de Horizon Europe sur ces notions d'éthique, de tester un certain nombre de choses. Et le projet de réglementation envisage aussi cette notion de bac à sable et d'expérimentation qui est, à mon sens, effectivement indispensable pour travailler sur ces sujets. Alors, Alan, vous, au sein de votre société Videtix, selon vous, est-ce qu'il existe des moyens, comme on dit, by design, donc par la conception, de prévenir les dérives qui pourraient survenir en matière d'atteinte aux données à caractère personnel, peut-être aussi en matière de dérives par rapport à des biais, ou est-ce que vous considérez que cela relève de l'utilisateur final? Pour nous, c'est clairement à nous de poser en fait déjà un cadre. Par défaut, on a créé de toute façon la société après le RGPD, on a été créé en mars 2019. Donc du coup, on avait toutes ces notions-là en tête et on a créé en fait des gestionnaires d'utilisateurs pour que quand on vient se loguer sur notre application, on ait vraiment accès seulement aux données dont on est habilité. Au sein en fait des forces de l'ordre, il y a certaines polices qui ont accès seulement en temps réel, il y en a d'autres qui ont accès à posteriori. Donc, c'est important pour nous de pouvoir cadrer les choses et d'être obligé de se loguer sur nos systèmes et de limiter aussi l'usage qu'on en fait. Nous, on parle souvent de détection d'objets, donc détection de personnes, de véhicules. On va pas justement, on n'a pas de reconnaissance faciale dans nos systèmes, très clairement. Et donc, on va pas justement proposer ça et pour vraiment valider et être sûr qu'il n'y aura pas de dérive. C'est aussi à nous justement de cadrer ce qu'on peut faire avec notre logiciel. Et je pense aussi à parfois des solutions de floutage qui peuvent exister aussi pour éviter de voir des personnes sur les vidéos. Et alors, Dominique Legrand, je voudrais revenir sur un aspect cybersécurité, parce qu'on est quand même en ce mois d'octobre, dans le mois de la cybersécurité. J'aimerais vous entendre sur les comportements à adopter face aux cybermenaces qui ne manqueront pas de se développer. Et quand j'emploie le futur, je devrais employer le présent dans les environnements très numérisés d'aujourd'hui comme de demain. Alors, les enjeux cyber risquent d'être le grain de sable à l'ensemble finalement de notre joie aujourd'hui à partager des grands projets transversaux, continuum, etc.
je pense intimement que le risque cyber est en train de s'accroître, et le plus on connecte en transversal, et le plus un effet domino catastrophique pourrait voir le jour. Hier, tant qu'on était en silo, on cassait le silo et le reste continuait de travailler. Donc en fait, la problématique, ça, pour moi, c'est une étude très sérieuse, effectivement, de chaque impact potentiel, plus ou moins violente d'une attaque cyber. Donc, sous-entendu de la résilience, justement, sur défauts petits, moyens, gros de ce type d'attaque. Et donc, ces fameux plans B ou PRA ou etc. doivent être imaginés dès le départ, doivent être régulièrement entraînés comme les pompiers déroulent les tuyaux le samedi matin. Je pense qu'il faut de temps à autre imaginer qu'on n'a plus de système d'information et comment est-ce que l'entreprise ou la collectivité ou l'hôpital doit continuer à travailler. Et je pense que c'est le début, en fait, sur tous ces sujets. Et il faut réellement l'intégrer parce que c'est l'obstacle majeur, c'est le frein majeur à l'envie de tout interconnecter pour rendre tout automatique et qu'une bonne information soit partagée, diffusée un peu partout. Si c'est un ransomware, ça devient vite une catastrophe. Et donc, ça pourrait casser cette envie de gros projets transversaux. Donc, un risque majeur. Moi, je crois que tout le monde l'a bien compris. J'enfonce une porte ouverte, y compris le contrat stratégique de filière des industries de sécurité s'est mobilisé sur un projet structurant en la matière. Au sein de Territoires de confiance, on a le groupe de travail numéro 3 et 4 qui travaille sur la mise en place de CERT et de SOC, justement sur les bonnes pratiques. Et si d'aventure il y a déjà une contamination qui est avancée, ben, quel réflexe que faut-il faire? Qui intervient? L'ANSSI pourra pas être partout, donc il va y avoir des services qui devront être mis en place. Bon, tout ça c'est devant, mais c'est du présent progressif puisqu'on a presque tous les jours on a eu quelque chose à raconter dans la presse sur des attaques plus ou moins virulentes. Et étant donné qu'à 5 ans, 10 ans, 20 ans, on aura de plus en plus de continuum de sécurité, mais aussi d'autres usages jusqu'au durable, c'est du pain béni pour les hackers. Alors, effectivement, et la gendarmerie s'est saisie aussi de ce problème. Elle a tout récemment créé le COM Cybergendre. Alors, non pas qu'elle était démunie dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, mais elle a souhaité justement avoir cette vision beaucoup plus large qui va de la prévention des attaques dans le domaine cyber, des préventions. Le préfet Vedel a bien expliqué différentes typologies d'attaques dans le monde cyber, mais aussi sur la gestion de crise à chaud, parce que ce sera, comme vous l'avez souligné, un enjeu majeur. Alors, merci beaucoup à tous les trois et à tous les cinq pour à la fois cette table ronde et les interventions préalables, pour les différents points de vue qui ont pu être exprimés. Et je propose maintenant à ce que la salle, alors quand je dis la salle présentielle ou distancielle, pose quelques questions, que ce soit aux intervenants de la table ronde ou à nos deux keynote speakers, le préfet Renaud Vedel ou Charles Bouveron, directeur du 3IA Côte d'Azur. Merci, colonel. Je reprends la parole. Et je voudrais aussi rappeler que la start-up Videtix est basée ici, dans la maison de l'intelligence artificielle. On ne l'avait pas mentionné. Et voilà. Et soutenu par le 3IA Côte d'Azur. On a un environnement, un écosystème formidable, monsieur le préfet. Peut-être qu'on a encore quelques minutes pour 2 ou 3 questions qui pourraient venir ici de la salle ou d'autres intervenants. À qui la parole? Voilà. Alors moi, Christian Pécré, je suis tout à fait béotien sur le sujet. Je voulais simplement poser une question. Justement, parler des cyberattaques contre les entreprises et les crypto-monnaies par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment les entreprises peuvent-elles se protéger de ces cyberattaques avec des demandes de rançon de plus en plus élevées, et comment l'intelligence artificielle peut arriver à détourner ou déjouer peut-être ces cyberattaques? Bon, avant tout... Dominique Legrand, à vous. La meilleure méthode pour ne pas avoir de problème avec les ransomware, c'est bien évidemment la première règle, c'est de ne jamais payer. Je le rappelle ici. Ça sert à rien de payer d'une manière générale. D'ailleurs, on récupère rien. Enfin voilà. Avoir la certitude de ne pas payer quoi qu'il arrive, ça veut dire que justement, on est prêt à redémarrer de zéro en claquant du doigt. Je mets des guillemets
J'ai pas le temps de rentrer dans la technique et la manière de faire, mais les sauvegardes, l'art est la manière de sauvegarder à plusieurs endroits, sur plusieurs supports, dans plusieurs lieux. Donc, ces données vitales, travailler sans ordinateur. Je pense bien sûr à l'hôpital, quoi, en salle d'opération, un écran noir. Lorsque vous êtes sous le bistouri du chirurgien, bon, le dossier du patient qui s'éteint, il faut qu'il continue. Donc, il faut imaginer tout cela. Et le ransomware, si effectivement à un moment donné on est amené à payer, etc., c'est qu'en amont, quelque chose n'a pas été bien préparé. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur? Une autre question? C'est parce que il y a de plus en plus, enfin j'ai entendu ça l'autre jour sur une chaîne spécialisée dans le business, pour pas les citer BFM Business, où des entreprises commencent à créer un compte de crypto-monnaie, oui, de manière à pas prévenir, mais disons être à même de pouvoir payer. Alors comment se fait-il que ces crypto-monnaies dont tout le monde parle, mais qu'on laisse un peu s'organiser à l'échelle planétaire, même au niveau des États, comme le Salvador, où on ne peut plus payer son pain autrement qu'avec de la crypto-monnaie. Ça, c'est un sujet, je pense... C'est un très bon sujet, et on prend des notes pour faire peut-être à 2022 une conférence avec des experts qui seront les spécialistes des crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'on est prêt à payer, hein, je me permets d'insister, et je pense qu'il faut sauter de l'idée d'avoir envie de payer. C'est-à-dire que si on est prêt à payer, ça veut dire qu'on n'a pas préparé quelque chose. Si un autre intervenant souhaite rebondir sur ce que je viens d'évoquer, pour moi, c'est pas la bonne voie, mais je peux me tromper. Il ne faut pas payer les délinquants. Ça tombe sous le sens. Bon, si il y a une autre question. Oui, madame. Je suis encore plus béotienne que l'intervenant précédent, mais je me pose 3 questions. Vraiment, j'ai l'impression de débarquer sur une planète inconnue. Et je me dis, mais est-ce que je suis la seule dans ce cas ? Ou est-ce qu'il y a un tel gap de culture entre ceux comme vous qui savez de quoi vous parlez et les autres que j'en suis un petit peu, comment dirais-je, c'est un vertige. Alors j'ai 2 petites questions. La première, c'est sur le droit. La compatibilité de l'évolution du droit français, du droit pénal, civil, des affaires commerciales, etc., et des éventuelles délinquances dans le monde de l'intelligence artificielle. Comment on fait quand on est aujourd'hui un juriste pour se mettre à jour, comprendre et dominer, qualifier des délits, pouvoir mesurer les peines qui sont assorties? Ça me paraît quelque chose de fantastique. C'est ma première question. La deuxième, c'est sur la formation. Alors, indépendamment du grand public qui rame comme il peut pour comprendre, ceux qui sont les futurs acteurs qu'il faut former. Donc, ça suppose qu'on ait des enseignants qui en savent déjà beaucoup plus pour transmettre. Alors, comment ça fonctionne dans ce système-là? Merci. Merci beaucoup. Je passerai la parole à Charles, mais je vous remercie parce que vous me donnez la possibilité d'expliquer pourquoi on est ici, pourquoi on a créé la Maison de l'intelligence artificielle, pourquoi on a créé l'Institut Europia pour faire des conférences. C'est avant tout sensibiliser les grands publics sur les enjeux de l'IA. Vous dites il y a un gap, on le sait, mais un gap, c'est pour nous tous. C'est la raison pour laquelle on fait ces conférences. On veut aller vers le grand public et faire comprendre les grands enjeux de l'intelligence artificielle. Sur la partie de l'éducation, vous avez tout à fait raison. Il faut partir des professeurs, parce que c'est de là qu'après on peut arriver aux jeunes filles, comme je disais avant. Mais je pense qu'au moins, ici, à la Maison de l'intelligence artificielle, on a créé un modèle. Et moi, je me réfère surtout au préfet Vedel pour lui faire voir, pour lui faire connaître mieux les modèles qu'on a créés à la Maison de l'intelligence artificielle
en coopération avec les 3IA, en coopération avec la Université de la Côte d'Azur, que c'est quelque chose que je considère unique aujourd'hui en France et qui pourrait être suivi par d'autres, mais qu'il faut être soutenu. Ça, c'est important. Et que je pense devrait être partie de la stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle. Pour la partie des droits, je me réfère à Charles Bouveron. Merci pour la question. Alors, c'est vrai que d'abord pour dire que ce qui est formidable ici dans notre territoire, c'est effectivement d'avoir ces acteurs qui sont complémentaires. L'université, la recherche ne peut pas être présente partout, notamment auprès des jeunes publics ou des publics qui sont plus âgés. Et c'est vrai que c'est formidable d'avoir l'Institut Europia pour la version vraiment grand public, la Maison de l'intelligence artificielle pour la version jeune public. Et c'est vrai qu'on essaye de faire tout ça en très bonne collaboration, en fournissant du matériel, en participant conjointement, en organisant ces conférences. Et c'est vrai que moi, ça me fait vraiment chaud au cœur aujourd'hui de voir des gens comme vous, madame, qui passez le pas et qui vous voulez vous renseigner. Et clairement, sachez que voilà, l'ensemble des acteurs de l'État vont tenter de répondre à ces questionnements et ces questions sur la formation. C'est vrai que sur la formation, je le disais en préambule, hein, il y a un enjeu qui est très important. On déclenche beaucoup de nouvelles formations, que ça soit auprès, donc en tout cas c'est vrai que à l'Institut 3IA, auprès des praticiens hospitaliers, on a un diplôme d'université IA et santé qui démarre là ce mois-ci. On a aussi des formations avec des entreprises, et c'est vrai que les prochaines actions, et qu'on est en train de discuter avec le rectorat, c'est effectivement la formation des enseignants, et notamment des enseignants du secondaire et des collèges, pour pouvoir effectivement avoir un public jeune qui sera effectivement acculturé et qui aura cette envie d'aller sur ces technologies. Pour les publics plus âgés, je veux dire aussi que l'Université Côte d'Azur et la métropole de Nice ont lancé un nouveau programme qui est à destination des seniors, qui leur permet de venir avec un forfait très simple, de venir assister à tous les cours qu'ils souhaitent, pour une inscription unique sur l'ensemble des cours de l'université, des cours magistraux. Et notamment, on a des cours à la faculté de droit, et donc notamment qui sont assurés par une chaire 3IA, Madame Marina Teller pour ne pas la citer, qui offre des cours sur ces questions de droit de l'IA, où effectivement il y a des enjeux qui sont importants. Juste pour aller très 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 loin, mais pour que tout le monde se rende compte que avoir les éléments, les objets clés de l'IA seront très importants dans un futur peut-être lointain, mais il y a des juristes qui commencent à penser à une législation qui serait faite par l'IA, et pourquoi pas aller jusqu'à un gouvernement qui serait piloté par une IA. Des questions qui se posent, des choses que moi, en tant que citoyen, j'ignorais, mais c'est vrai que, par exemple, toute la jurisprudence, j'imaginais que c'était quelque chose d'une remontée exhaustive de l'ensemble des décisions de justice. Ça n'est pas le cas. C'est fait par des hommes qui choisissent un certain nombre de textes qui leur semblent utiles. On peut imaginer qu'il puisse y avoir des erreurs à ce niveau sur la jurisprudence, sur les choix qui ont été faits. Il y a des expérimentations aujourd'hui qui sont en cours sur des jurisprudences qui seraient créées automatiquement par des IA qui n'auraient pas été alimentées par un biais. Et notamment, c'est vrai que je vous parlais des IA qui sont auto-supervisées. Au moins, elles ont l'avantage de juste faire émerger des textes qui après pourront être choisis par des experts, mais dans une approche qui est pas entachée par des biais. Donc oui, il y a beaucoup de questions sur les aspects de droit, de l'IA. Il y a beaucoup d'experts qui s'y penchent. Et effectivement, c'est des problématiques qui sont très importantes. Et juste pour reprendre une phrase que vous avez mentionnée, il n'y a pas de délit dans l'IA aujourd'hui. L'IA est vraiment juste une technologie comme un couteau suisse, si vous voulez, assez puissant. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir. C'est vrai que par contre, voilà, ces outils peuvent être mal utilisés, et c'est pour ça qu'il y a des questionnements, des raisons de légiférer. Et si je peux me permettre d'intervenir, Marco et Charles, oui. Très pratique, à la fois sur les deux aspects de la question. En termes de droit, en fait, tout le challenge pour l'aspect juridique, c'est parce qu'il travaille a posteriori, la technologie va toujours plus vite.
Pour autant, le challenge du droit, c'est d'être capable de qualifier des infractions de la façon la plus générique possible, de façon à ce qu'elles soient pérennes dans le temps. Donc c'est un vrai challenge, mais ça nécessite aussi que le droit s'adapte, évolue, parce que une des difficultés, c'est ce qui n'est pas dans le droit n'est pas une infraction. Donc tout ce qui n'est pas écrit dans un code pénal n'est pas une infraction. Donc ça peut interroger. C'est un vrai travail aujourd'hui qu'on a en matière de juriste. Et sur l'aspect formation, je voudrais donner l'exemple de ce qu'on fait en gendarmerie de façon très concrète. On a 87% de nos gendarmes qui ont passé un MOOC d'introduction à l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de faire des docteurs en IA de tous les gendarmes. N'allez pas leur poser des questions si vous les croisez sur le bord de la route en intelligence artificielle. Mais toujours est-il qu'ils se sont acculturés à l'IA. Donc il y a cette volonté. Et tous les 2 mois, on publie une lettre d'une dizaine de pages sur des applications d'intelligence artificielle vulgarisées qu'on appelle Culturia, pour cette ambition d'acculturation. On a un volet formation de l'encadrement à l'intelligence artificielle et à ce qu'on peut appeler, on pourrait débattre du terme, mais à la décision augmentée, c'est-à-dire comment le chef de demain va pouvoir prendre une décision avec tout ce que peut lui apporter l'IA. Il faut surtout pas s'écarter de ce que peut apporter l'IA, parce que c'est vraiment des opportunités extrêmement riches. Et ça, donc on forme l'encadrement à mieux appréhender ça. Et puis on a créé une chaire IA et sécurité pour aussi permettre un accès à des formations doctorales pour certains de nos gendarmes qui puissent suivre effectivement ces formations. Moi, c'est le cas. Je suis docteur en intelligence artificielle et on a quelques gendarmes qui ont suivi ce type de formation. Donc, il faut vraiment qu'on soit sur une formation étagée de façon à ce que on soit capable d'expliquer à la représentation nationale nos systèmes d'IA. On nous dit qu'ils sont pas explicables, mais en réalité, et je remercie Charles d'avoir mis des formules, c'est mathématique et c'est souvent largement explicable, mais c'est très difficile à comprendre. Mais c'est pas parce que c'est difficile à comprendre que c'est pas explicable. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi réussir à appréhender. Monsieur le préfet, je pense que vous voulez dire quelque chose. Oui, moi je dirais qu'effectivement, quand on est sur les matières numériques, on voit que le cycle technologique c'est raccourci, c'est accéléré. Et on voit que dans les matières numériques, il y a ce qu'on appelle la prime au premier entrant sur le marché, il y a l'effet de réseau. Et donc, il faut être, si on veut être dans la bataille technologique mondiale, beaucoup plus rapide. Et il y a un petit décalage avec le mode habituel d'élaboration du droit qui est plutôt, je dirais, par la doctrine a posteriori à l'occasion des affaires. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi que les juristes, y compris ceux qui font la doctrine, la jurisprudence, soient capables d'être un peu plus proactifs. Et notamment, on a plus de liberté avec le RGPD, ce qui fait que désormais, chaque porteur de projet, chaque entreprise fait son dossier, etc. Mais si du coup, on ne consolide pas cette information générale, elle est perdue. Et donc, il va falloir aller plus rapide. Et donc, c'est pour ça que moi, je félicite les 3 IA. Et il va falloir aussi qu'ils travaillent davantage en réseau. Et il commence à y avoir des chaires sur droit et IA. Il y en a une à Grenoble, il y en a une à Toulouse. Et récemment, d'ailleurs, vendredi, j'étais à Saclay. Il y a une professeure de droit qui m'a donné son ouvrage sur droit et intelligence artificielle. Et il y a 15 auteurs, dont certains de la région PACA. Et donc, on voit que se constitue un réseau. Et donc, moi, je crois effectivement qu'il faut aujourd'hui hybrider. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des biologistes computationnels, des physiciens computationnels, il va falloir demain qu'il y ait des juristes du numérique et des juristes aussi qui utiliseront le numérique pour leur métier. Peut-être pas pour faire la loi ou gouverner, mais au minimum pour fouiller de l'information et au minimum pour voir s'ils ont pensé à tous les textes de loi sur un domaine particulier et pour compléter ou même parfois pour avoir un regard sur ce qu'ils font, mais pas sans doute au point de les remplacer. Voilà. Grand merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais revenir à ce que Madame a dit, qu'il nous fait comprendre qu'il faut arriver à combler les gaps desquels vous avez parlé. Et c'est la mission que nous on a et on continuera sur les différents thèmes, les crypto-monnaies, les droits. C'est une mission que nous on a comme notre tâche et on veut l'accomplir. Je voudrais finir là en remerciant avant tout le colonel Perrault, parce que c'est merci à lui qu'on était capable d'arriver à voir les préfets Vedel, que je remercie vivement pour sa présence. Jusqu'à la fin, il était avec nous. Charles Bouveron, qui est
à sa maison, la maison d'Elia et la maison aussi de l'Université de la Côte d'Azur et les 3 IA, aussi les experts et le public qu'on a ici. Et je vous dis merci, à la prochaine. Bonne soirée.